Il y a une vérité inconfortable que peu de gens veulent accepter. Lorsque tu te retires vraiment, quand il n'y a plus de mots, ni d'explications, ni même de ressentiment, l'autre le ressent comme une fracture irréversible. Il ne s'agit pas de distance physique ni de bloquer des messages, mais d'une fermeture interne, presque chirurgicale, où l'autre personne n'a plus accès à ce qui a un jour exercé son pouvoir sur toi. Ce moment où tu ne valides plus, ne justifies plus, ne te bats plus ni ne réclames, est le point où tu cesses de porter un poids qui n'était pas le tien. Le stoïcisme le souligne clairement. Ce qui dépend de toi, c'est ta réaction, pas le comportement des autres. Et quand tu choisis le silence, non pas comme une punition mais comme une protection, la dynamique s'effondre car il n'y a plus de combustible pour le jeu émotionnel. Beaucoup de gens craignent d'être froids ou détachés, mais la réalité est que cette coupure radicale est le seul langage qui interrompt des décennies de manipulation et d'épuisement. L'absence définitive n'est pas une vengeance, c'est un acte de soin de soi. Celui qui veut vraiment retrouver sa dignité et sa paix apprend à cesser de négocier avec celui qui ne sait que cumuler des dettes émotionnelles. Personne n'est obligé de rester prévisible, ni de faciliter le retour de celui qui cherche seulement à vérifier s'il peut encore tirer tes ficelles. La seule chose que tu dois te dire est ceci: le silence ne se malinterprète jamais, il ne se ressent que. La cohérence interne, bien qu'elle fasse mal au début, est le filtre définitif qui sépare le respect de soi de la dépendance. C'est ici que commence le processus de retrouver ton centre. 1. Retire ta présence, récupère ton pouvoir. La vérité est simple et brutale. Tant que tu es présent, tu continues à perdre. Ne te trompe pas. La fantaisie que ton absence fera réfléchir l'autre si tu laisses une porte entrebâillée n'est qu'un tranquillisant mental, une excuse pour ne pas affronter la peur de lâcher prise. Si tu maintiens ton énergie autour de cette relation, même si tu t'éloignes physiquement ou te tais pendant quelques jours, tu continues à participer au même jeu. C'est comme prétendre cesser de porter un sac à dos lourd juste parce que tu le lâches une minute, mais tu ne l'abandonnes jamais complètement. Il ne te surprendra donc pas que l'autre personne continue à calculer, à attendre ta réaction et à mesurer chaque silence de ta part comme s'il faisait partie d'une négociation. La seule façon de récupérer ton pouvoir est de couper l'accès à ton monde intérieur, sans explication, sans drame, sans message ambigu qui tente de provoquer des réponses. Celui qui cherche à justifier son retrait, en réalité, cherche à être poursuivi. À quoi bon maintenir cette dette émotionnelle? Si tu cherches encore à ce que l'autre comprenne, te reconnaisse ou se repente, tu es toujours lié, et ils ont la clé. Le véritable silence n'est pas l'absence de mots, c'est l'absence de disponibilité émotionnelle. Ce n'est pas une distance physique, c'est cesser d'organiser tes pensées et tes journées autour de ce que ce lien attend de toi. C'est ici que la plupart échouent. Ils confondent le distancement avec une arme, alors qu'en réalité, la seule force réelle réside dans le détachement total, dans l'indifférence établie depuis une clarté intérieure qui n'admet pas de retour en arrière. C'est inconfortable, car ton identité s'est probablement construite autour d'être ce pilier émotionnel, celui qui soutient, celui qui résout, celui qui ne disparaît jamais complètement. Mais cette image finit par être un masque qui n'accumule que de la frustration et te maintient dans une position de désavantage. Tu perds de l'énergie chaque fois que tu vérifies s'il y a des messages, chaque fois que tu hésites à répondre ou non. Chaque fois que tu analyses si ton silence est trop dur, chaque fois que ta paix dépend de la réaction de l'autre, tu as remis ton pouvoir. Il ne s'agit pas de faire l'indifférent, mais d'être indifférent. Le contrôle ne se récupère pas en quémandant des explications, ni en élaborant des silences stratégiques. Il se récupère quand tu cesses d'attendre, quand il n'y a plus aucune trace d'espoir de retour, quand tu acceptes que la relation telle que tu la connaissais est terminée pour toujours. Le retrait qui transforme n'est pas celui qui cherche à punir, mais celui qui ferme l'accès à ton énergie, celui qui cesse d'alimenter le cycle de dépendance et de manipulation.
Si tu décides de te retirer, fais-le avec la conviction que tu n'as pas besoin d'être compris, ni pardonné, ni même regretté. Fais-le parce que ta dignité, ta sérénité et ton avenir pèsent plus que toute validation externe. Il y a ceux qui affirment vouloir la paix, mais qui restent attachés à l'attente d'une réaction, d'une excuse, d'une reconnaissance. Ce n'est pas la paix, c'est de la peur, déguisée en espoir. Si tu te justifies encore, tu attends toujours. Si tu vérifies encore ton téléphone en pensant à cette personne, tu cèdes toujours du terrain. La véritable liberté est interne et définitive. Le pouvoir revient lorsque l'accès se termine. Il n'y a pas de contrôle sans absence réelle. Ce ne sont pas de belles phrases, ce sont des vérités. Lorsque tu retires ta présence et élimines la prévisibilité, le jeu se termine, car l'autre personne n'a plus de moyen d'entrer dans ton monde. Il n'y a pas de retour en arrière, ni de rechute possible lorsque la clarté intérieure a fait le travail. Le silence soutenu et l'absence ferme ne sont pas des punitions, ce sont une déclaration d'autonomie. La paix arrive lorsque tu cesses de négocier avec toi-même et fais ce que tu sais que tu dois faire. Ici, il n'y a pas de magie, juste la décision de ne plus payer avec ton énergie pour une relation qui n'a jamais été équitable. Vas-tu continuer à donner ta dignité pour que l'autre ne soit pas gêné? Soit tu choisis de te retirer vraiment et de récupérer ta vie, soit tu continues à faire partie d'un système qui ne fonctionne que parce que tu l'alimentes. 2. Le silence intérieur désarme toute manipulation. Tu te réveilles et presque sans y penser, tu vérifies ton téléphone. Non pas parce que tu attends quelque chose de particulier, mais à cause de cette habitude automatique qui s'installe lorsque ta paix dépend d'une notification, d'un signe, de n'importe quoi qui réactive le cycle. Voici le premier piège. L'esprit entraîné à anticiper, interpréter et réagir à ce que l'autre fait ou ne fait pas. Derrière cette micro-action quotidienne se cache le véritable mécanisme de la manipulation émotionnelle, l'accès constant à ton espace mental. Le silence extérieur peut sembler suffisant, mais si à l'intérieur tu continues à tourner en rond sur la même histoire, si chaque geste de ta part est une réponse anticipée aux possibles mouvements de l'autre personne, alors le contrôle ne change jamais de main. La manipulation a juste besoin d'une chose pour survivre, que tu restes disponible, même en secret. Le silence intérieur n'est pas ne pas parler, ne pas écrire, ne pas se montrer. C'est la décision de cesser d'organiser ta vie émotionnelle autour des réactions de quelqu'un d'autre. C'est le moment où tu cesses de penser des phrases que tu ne diras jamais, où tu cesses d'imaginer des scénarios dans lesquels tu es compris, recherché ou valorisé. La véritable coupure se produit lorsque l'autre n'occupe plus le centre de la salle dans ton esprit, lorsque ces mouvements cessent d'importer parce que tu as changé le point de référence. C'est là que le jeu se désarme, parce que toute manipulation se nourrit de l'attente, de l'espoir d'une réponse, de l'espace mental que tu continues à céder en silence. À l'instant où tu deviens neutre à l'intérieur, l'autre perd la carte. Il ne sait plus comment entrer, ni quelle manette toucher, parce que ton monde cesse de tourner autour de sa présence ou de son absence. Cette neutralité n'arrive pas par accident. C'est le résultat d'identifier, un par un, les pensées automatiques qui te maintiennent lié. La justification, la fantaisie de rédemption, la peur d'être le méchant en coupant l'accès. Ça fait peur, parce que cela implique d'accepter qu'il n'y a plus de dette émotionnelle à payer, ni d'explication à donner, ni d'avenir à négocier. Pourtant, là réside la force. Ton énergie est un territoire privé. Personne n'entre sans permission. Cette clarté intérieure est ce qui désarme toute tentative de te tirer à nouveau dans l'ancienne dynamique. Lorsque ton silence cesse d'être une tactique et devient une conséquence naturelle de ton changement intérieur, la manipulation se heurte à un mur invisible. Il n'y a rien à négocier, car il n'y a plus de marchandises en offre. Il n'y a pas de réaction, car l'attente a été démantelée à la racine. Le conflit intérieur le plus difficile surgit lorsque l'esprit insiste pour chercher une clôture, une justice ou une reconnaissance. Mais la réalité est simple.
Toute tentative d'explication ou de justification restaure la dynamique précédente, redonne le contrôle à l'autre et rouvre la blessure. Maintenir le silence intérieur est en essence maintenir ta propre valeur sans avoir besoin de témoins. Il ne s'agit pas de bloquer les émotions, mais de cesser d'investir de l'énergie en celui qui ne sait que prendre et jamais rendre. Tu t'entraînes à laisser passer l'impulsion de réagir, à ne pas chercher de signes là où tu trouvais auparavant du sens. Ici, la seule cohérence qui compte est celle que tu as avec toi-même. La neutralité est la véritable clôture. Le reste n'est que bruit qui te détourne. Lorsque ta vie mentale n'orbite plus autour de cette relation, l'autre le ressent, même sans mots. C'est l'absence totale de disponibilité qui détruit finalement toute tentative de manipulation. Et alors, pour la première fois depuis longtemps, tu récupères le contrôle réel, celui de ton attention, de ton énergie et de ton avenir. 3. N'explique pas ton absence, protège ta paix. Il y a une partie de toi qui veut encore expliquer. Pas par gentillesse ni par justice, mais par un mélange de peur et de besoin de reconnaissance. Cet élan presque automatique de justifier ta distance, de laisser entendre que tu ne pars pas par caprice, que ton absence a des raisons, que tu n'es pas le méchant de l'histoire. C'est inconfortable de l'admettre, mais sous cette urgence de t'expliquer se cache le résidu le plus persistant de la dépendance émotionnelle. La peur d'être mal compris, de passer pour froid, égoïste ou celui qui n'a pas assez lutté, peut te pousser à rédiger des messages qui ne guérissent rien, qui réinstallent simplement le vieux cycle. C'est ici que l'auto-analyse devient brutalement nécessaire. Expliques-tu ton absence pour clore le chapitre ou pour laisser ouverte la porte de ta validité face à l'autre? Parce que chaque explication, chaque tentative de nuancer ton retrait n'est pas de la neutralité. C'est un investissement émotionnel déguisé, un signe que tu cherches encore un impact, une compréhension ou une réaction. La clarté apparaît quand tu vois que l'acte d'expliquer n'est plus par respect, mais par peur de perdre le contrôle narratif de l'histoire. Analyser ce mécanisme avec honnêteté est inconfortable, mais absolument nécessaire si l'objectif est de protéger ta paix. Le mécanisme est simple, l'autre, habitué à ta disponibilité et à ce que tu laisses toujours une trace, interprète toute explication comme une fissure par laquelle il peut revenir. Peu importe qu'il s'agisse d'une explication longue ou d'un message court, dans les deux cas, l'accès se réactive. Le système de contrôle et de manipulation émotionnelle se nourrit de la prévisibilité, de savoir qu'à chaque mouvement de ta part, il y aura une raison, une justification ou au moins un signe de faiblesse à exploiter. Renoncer à expliquer ton absence n'est pas de la cruauté, c'est une stratégie. C'est comprendre que la paix intérieure n'a pas besoin de témoins ni de garanties. N'explique pas ton retrait. Protège ta paix, pas ton image. C'est la ligne de démarcation entre la fermeture authentique et l'auto-illusion. Lorsque tu décides de ne pas donner d'explication, tu fais face directement au désir le plus primitif d'être compris, de bien faire les choses, de ne pas porter la culpabilité. Mais tout cela fonctionne, en réalité, comme une extension du contrôle d'autrui sur ton monde intérieur. Si l'autre personne a besoin d'une explication pour accepter ton absence, c'est qu'elle joue encore avec l'idée qu'elle peut négocier les termes de ta décision. Et si tu lui en donnes une, même par politesse, au fond, tu continues à participer au même contrat invisible. Tu fournis des arguments et ils obtiennent accès à ton monde. La véritable issue est d'accepter que ta paix vaut plus que n'importe quelle narration, plus que n'importe quelle clôture formelle ou validation externe. L'explication est un pont qui ne sert qu'à le traverser à nouveau. L'autonomie personnelle commence lorsque tu es capable de supporter ce vide inconfortable qui reste lorsque tu te retires sans donner de version, lorsque tu supportes le poids de ne pas être compris, et pourtant, choisis de ne pas intervenir dans ce récit. L'analyse stratégique est claire. Chaque fois que tu expliques, tu perds du terrain. Chaque fois que tu justifies, tu restaurais la dynamique précédente.
La protection de ta paix n'est pas une réaction, c'est une décision anticipée. Tu établis une limite et tu la maintiens, même si à l'intérieur, la tentation de clarifier, d'adoucir, d'être perçu comme juste brûle. La véritable cohérence interne se démontre dans le silence soutenu, dans l'absence d'explication, dans la capacité de tolérer le malentendu externe, parce que tu ne te définis plus en fonction de ce regard. Si l'autre se sent mal à l'aise ou t'accuse de froideur, qu'il le fasse. Ta responsabilité n'est pas de réparer la perception d'autrui, mais de garder l'espace où tu construis ta propre tranquillité. Lorsque l'accès se ferme vraiment, la dynamique se termine. Il n'y a pas de négociation possible, pas de retour en arrière, car il n'y a plus d'énergie investie dans le cycle. C'est ça, protéger ta paix, même si personne d'autre ne le comprend. L'absence ne s'explique pas et ne se négocie pas. Elle se maintient depuis la conviction, pas depuis la culpabilité. Voici le prix de la liberté intérieure, choisir ta paix, même si cela signifie renoncer à ce que l'autre comprenne. 4. Brise la prévisibilité, brise le cycle. Une horloge à pendule, oscillant dans la pénombre, marque le rythme d'une routine qui ne change pas. Chaque mouvement est prévisible, chaque son anticipé et, bien qu'à première vue cela semble inoffensif, ce va-et-vient constant soutient l'illusion que tout reste sous contrôle. C'est ainsi que fonctionne la prévisibilité dans une relation brisée. Tu es le pendule qui ne s'arrête jamais, délivrant des signaux, des réponses, des gestes que l'autre connaît déjà par cœur. Le cycle se nourrit de ces petits automatismes. Le salut qui ne manque jamais, la réaction prévisible face à un message ambigu, la pause exacte avant de répondre à une réclamation, l'explication qui arrive toujours, même si tu jures que ce sera la dernière. Chacune de ces micro-actions expose la carte interne de ta disponibilité, et tant que tu restes dans ce rythme, l'autre sait exactement où appuyer pour obtenir ce qu'il cherche. Briser le cycle implique d'abord de cesser de te mouvoir au rythme que l'autre attend. Il y a un moment concret, presque physique, où tu cesses de répondre de manière automatique. Le téléphone vibre et tes mains ne se précipitent plus sur l'écran. La pensée de clarifier ou de justifier se présente, mais tu ne la laisses pas avancer. C'est un changement qui se ressent dans le corps, le regard qui ne cherche plus des traces d'approbation, le dos qui se redresse quand tu décides de ne pas entrer dans le jeu habituel, le silence qui n'est plus une pause stratégique, mais une absence complète d'attente. L'autre perçoit cette rupture, même dans les détails les plus subtils. Une phrase qui n'arrive pas, un geste qui ne se répète pas, une absence qui ne se comble pas par des sous-entendus ni des explications. Tout à coup, la routine se brise et ce vide déroute, car il n'y a plus de point d'appui pour mesurer ta réaction. La prévisibilité est la nourriture de toute dynamique inégale. Quand tu deviens imprévisible, non pas pour jouer, mais parce que tu as cessé de tourner autour du scénario de l'autre, tout le système vacille. L'autre commence à chercher des signaux là où il y avait auparavant des certitudes, mais tu as cessé de les émettre. Il n'y a plus de schéma auquel s'accrocher, ni de promesses tacites de retour, ni de réponses qui arrivent parce que tu le faisais toujours. Tu peux sentir la tension dans l'air. L'autre tâtonne, essaie, lance des appâts à la recherche d'une réaction connue et trouve un mur de neutralité qu'il ne sait pas comment escalader. Le cycle se brise au moment où tu élimines la répétition. C'est la ligne exacte où tu reprends le contrôle. Il ne s'agit pas de t'entraîner à être mystérieux ni d'inventer une personnalité froide, mais d'abandonner le rôle qui t'a été assigné et que tu as toi-même renforcé avec chaque geste prévisible. La rupture se remarque dans les petites décisions quotidiennes. Tu choisis de ne pas répondre, de ne pas clarifier. Ton visage n'est plus un catalogue d'émotions attendant d'être déchiffré. L'autre, habitué à lire tes réactions comme si elles étaient des instructions, se retrouve face à une page blanche. L'incertitude commence à ronger ce contrôle qui était auparavant absolu. Il n'y a pas de pouvoir sans anticipation. Sans scénario, il n'y a pas de manipulation. C'est simple et brutal.
Oui, il y aura des tentatives de te provoquer, de te ramener dans le cycle avec des questions, des accusations ou des gestes qui fonctionnaient auparavant. Le véritable défi est de maintenir l'absence de prévisibilité même lorsque l'inconfort se fait sentir. C'est un entraînement à l'autocontrôle, un muscle qui se renforce chaque fois que tu choisis de ne pas répéter le même schéma. La liberté se ressent d'abord comme un vertige, puis comme un calme. Quand tu cesses de tourner autour de ce que l'autre attend, la relation perd ce noyau invisible qui la soutenait. Le cycle se ferme pour toujours quand tu comprends que ta dignité n'a pas besoin d'être annoncée ni défendue, juste protégée dans le silence. 5. Arrêtez d'organiser votre vie autour des autres. Votre vie n'est pas une succursale des désirs des autres. C'est brutal, mais la plupart de vos journées continuent de tourner autour de ce que l'autre fait, dit ou ne fait pas. Et chaque minute que vous passez à calibrer votre humeur selon la température émotionnelle de quelqu'un d'autre, vous vous videz. Ne l'adouciez pas. Si vous organisez vos plans, vos horaires, vos émotions et même vos silences en fonction d'une autre personne, vous vous êtes effacé de la carte. Peu importe combien d'excuses vous vous inventez pour le justifier. Je fais juste preuve d'empathie. C'est par respect. Je veux éviter les conflits. Mensonge. C'est de la peur. C'est la peur de faire face à votre propre vide, de ne pas savoir quoi faire de votre temps, de découvrir que votre identité est si collée à la validation des autres que vous ne pouvez pas vous souvenir de la dernière fois où vous avez décidé quelque chose sans attendre une réaction. Arrêtez de vous mentir. Chaque fois que vous reportez vos décisions en attendant l'approbation de l'autre partie, vous vous déclarez incapable de gouverner votre propre vie. Et cela se paie cher, avec de l'anxiété, de la frustration, avec un sentiment de petitesse qui s'installe et ne vous lâche pas. La dépendance émotionnelle ne se soutient pas par de grands gestes, mais par des milliers de micro-décisions quotidiennes où vous cédez votre pouvoir et vous ne le remarquez même pas. C'est ce choix invisible d'attendre une réponse avant d'avancer, d'ajuster vos mots pour éviter le mécontentement, de planifier vos journées autour de la possibilité d'une rencontre ou d'une excuse. On vous a entraîné à croire que prendre soin du lien signifie sacrifier votre centre, mais ce que vous parvenez à faire, c'est alimenter l'asymétrie. L'autre personne s'habitue à ce que tout tourne autour d'elle, et quand vous essayez enfin de mettre une limite, elle le vit comme une trahison. Mais la véritable rupture réside dans le fait de cesser de prioriser ce qu'ils attendent et de commencer à demander, sans filtre, « Que veux-je ?» peu importe si cela plaît ou dérange l'autre. Ce muscle est atrophié. C'est pourquoi il est si difficile de l'exercer. C'est pourquoi vous cherchez des excuses, vous reportez, vous vous convainquez que ce n'est pas le bon moment. Arrêtez de vous mentir. La dignité n'attend pas son tour. Lorsque vous cessez d'organiser votre vie autour des autres, il ne s'agit pas seulement de couper un contact ou de bloquer un numéro. Il s'agit de reprogrammer votre esprit pour cesser de demander en silence si ce que vous faites sera bien vu ou si cela provoquera une réaction. C'est un entraînement inconfortable. On a l'impression d'être nu en public, sans le refuge de cette attente constante. Mais c'est là que commence la reconstruction. Parce que personne ne va vous rendre le temps perdu, ni récompenser votre sacrifice silencieux. La seule chose que vous parvenez à faire, en étant le satellite de quelqu'un d'autre, c'est de vous perdre dans l'orbite de ses besoins. Les gens forts ne négocient pas leur centre. Les gens forts ne demandent pas la permission d'exister. Le pas décisif est de choisir vos priorités, même si cela dérange, d'avancer, même si vous ne recevez pas d'approbation, et de soutenir le regard quand on essaie de vous blâmer, de ne plus tourner autour de leur monde. Parce que oui, ils vont vous accuser d'égoïsme, de froideur, d'ingratitude. C'est le prix à payer pour retrouver votre autonomie. Préférez la solitude plutôt que l'esclavage émotionnel. Votre vie est à vous. Personne n'a le droit de la programmer à votre place. Vous ne retrouverez pas votre paix tant que vous continuerez à mesurer chaque pas avec la règle de leurs attentes. Il est temps de cesser d'être le personnage secondaire de votre propre histoire. Si vous ne vous choisissez pas,
personne ne le fera pour vous. Arrêtez de demander la permission d'être qui vous êtes. La seule validation dont vous avez besoin est celle que vous vous donnez lorsque, enfin, vous vous placez au centre de votre vie. 6. Maintenez la neutralité. Éliminez le jeu de pouvoir. La neutralité n'est pas une pause, c'est la frontière définitive entre le soin de soi et l'abandon de soi. Le jeu de pouvoir n'existe que si vous y participez, et chaque fois que vous choisissez d'entrer dans la danse des réactions, vous justifiez votre blessure et perpétuez votre propre épuisement. L'autre peut essayer n'importe quelle stratégie, provocation, silence, messages ambigus, mais tout s'effondre au moment où vous cessez de répondre par le désir d'influencer, de clarifier ou de vérifier que votre absence pèse. La vérité inconfortable est que, tant que vous ne lâchez pas le besoin d'avoir le dernier mot ou d'être reconnu, vous restez lié à une dynamique qui ne fait que vous consommer. Le contrôle n'a jamais été chez l'autre, il a toujours été le vôtre, mais vous le remettiez chaque fois que vous aviez besoin d'être validé. Celui qui maintient la neutralité maintient le véritable pouvoir. C'est la base. Cessez d'alimenter l'attente d'un dénouement, d'une reconnaissance, d'une justice émotionnelle qui n'arrive jamais. Au plus profond, maintenir la neutralité est une bataille silencieuse contre de vieilles habitudes mentales qui vous demandent de réagir, qui vous murmurent que rester indifférent est être cruel ou que abandonner le rôle de soignant est trahir vos propres valeurs. Cependant, ce récit ne vous garde prisonnier que de la nécessité de plaire, d'ajuster votre énergie et votre temps en fonction de comment l'autre se sente ou agisse. La peur d'être perçu comme froid, égoïste ou insensible est la dernière chaîne. Ce qui n'est pas souvent reconnu, c'est que cette prétendue empathie est en réalité un piège mental. Vous continuez à jouer parce que vous ne supportez pas le vide de ne pas importer, le poids du non-réponse, l'inconfort de couper l'accès sans donner d'explication. Mais cet inconfort n'est que le prix de votre liberté. La neutralité est le signe qu'il n'y a plus rien à négocier. Vous n'avez pas à être cruel, vous devez juste cesser d'être prévisible, d'être la ressource émotionnelle disponible, celle qui est toujours prête à soutenir ce que l'autre ne veut pas porter. Maintenir la neutralité, c'est entraîner votre esprit à ne pas s'emballer à chaque tentative de contact, à ne pas tomber dans le cycle de lire entre les lignes ou de chercher des intentions cachées. C'est une discipline interne. Détecter l'impulsion de répondre et la laisser passer, résister à la tentation d'expliquer ou d'adoucir votre absence, tolérer l'inconfort que l'autre ne comprenne pas. Il ne s'agit pas de bloquer les émotions, mais de cesser d'investir dans une dette émotionnelle qui ne fait que croître et n'est jamais réglée. C'est ici que beaucoup échouent, car ils confondent neutralité avec froideur, alors qu'en réalité, c'est une forme de respect radical envers soi-même. La neutralité brise le jeu car elle élimine la variable la plus importante, la réaction. Sans elle, le système s'effondre. L'autre peut insister, mais là où il trouvait auparavant un terrain fertile, il n'y a maintenant qu'une limite immuable. Lorsque vous maintenez la neutralité, vous cessez de projeter des scénarios futurs, d'attendre des réponses, d'organiser vos journées autour de ce qui pourrait se passer. Vous récupérez votre attention et votre énergie et dans cet espace apparaît une clarté brutale. Vous n'avez plus à prouver quoi que ce soit, à justifier quoi que ce soit, à attendre quoi que ce soit. La relation perd son centre parce que vous le redonnez à vous-même. Ce qui était auparavant une lutte constante pour le contrôle se transforme en une décision ferme de ne pas participer au jeu. Le pouvoir est dans l'absence de réaction. C'est la liberté que personne ne peut vous enlever. Et bien qu'au début cela soit difficile, avec le temps, la neutralité devient votre état naturel. Parce que ce qui vous définit désormais, ce n'est plus ce que vous faites ou ne faites pas pour l'autre, mais ce que vous choisissez de soutenir pour vous-même. 7. Ne cherche pas de clôture en dehors de toi. Tu sors du travail, tu montes dans les transports, tu ouvres le chat par habitude et tu relis la dernière conversation.
Tu cherches un signe, un indice de clôture, la preuve que tout s'est terminé de manière claire ou du moins juste. Cet élan est aussi automatique que respiré. L'esprit veut une fin ordonnée, une certitude venant de l'extérieur qui lui permette d'archiver l'histoire et d'avancer. Sans t'en rendre compte, ce mécanisme te maintient attaché à l'attente que l'autre, avec un message, des excuses ou une explication, te libère du poids que tu portes encore. Mais cet espoir est le piège ultime. En pratique, chercher la clôture en dehors de soi, c'est céder le contrôle sur sa propre paix et sa narration interne. L'autre devient l'arbitre de ta tranquillité, et ton bien-être reste suspendu, accroché à une réponse qui peut ne jamais arriver, ou, si elle arrive, n'aura pas l'effet réparateur que tu imagines. Ce n'est pas une erreur naïve, c'est le résultat d'un entraînement émotionnel où tu as appris à croire que ton soulagement dépend de la validation et des mots des autres. Si tu analyses le cycle, tu verras le schéma. Tu t'accroches à l'idée du dialogue en attente, la conversation où tout s'éclaire, le retour de tout ce que tu as donné. Mais ce moment existe rarement. Ce qui se passe, c'est une succession de micro-essais, où chaque contact, chaque explication, chaque recherche de réponse ne fait que réactiver la blessure et maintenir vivante la dette émotionnelle. Le mécanisme est clair. Plus tu attends un signe de clôture de l'autre, plus tu prolonges ton propre épuisement et repousses le véritable point final. C'est comme repousser le paiement d'une dette en pensant que demain sera plus facile, alors qu'en réalité, seul l'intérêt augmente. La clôture externe est un mirage. Même si une explication arrive, elle n'apporte presque jamais un soulagement réel, car l'inconfort interne est soutenu par ta propre attente, non par l'information que tu reçois. La clôture que tu cherches à l'extérieur ne compense jamais la paix que tu as perdue à l'intérieur. C'est la première fracture de ce système. La prochaine étape dans la carte mentale est d'identifier le coût de continuer à chercher à l'extérieur ce que tu ne peux te donner qu'à l'intérieur. Chaque fois que tu laisses entre les mains de l'autre le dénouement, tu renonces à ton autonomie émotionnelle. Tu deviens dépendant de variables que tu ne contrôles pas. Temps, état d'esprit, niveau d'honnêteté ou même le simple désir de l'autre de clôturer le cycle. Le résultat est que tu restes piégé dans la procrastination, tournant en rond autour de ce qui n'arrive jamais. De plus, cette recherche de clôture externe se déguise souvent en maturité ou en besoin de justice. Mais en réalité, c'est une forme raffinée d'éviter le vide, de ne pas affronter la vérité. Que la clôture authentique est une décision unipersonnelle, une coupure que tu es le seul à pouvoir exécuter, même si l'autre ne le reconnaît jamais. La clé est d'accepter que la véritable clôture est un acte de renonciation. Tu renonces à l'illusion que l'autre te doit quelque chose de plus, à la fantaisie qu'une phrase magique peut restaurer ce qui est perdu, au confort de laisser l'autre porter la responsabilité de ta paix. Ce n'est pas de la résignation, c'est de la clarté. Lorsque tu choisis de ne plus attendre, tu reprends le contrôle sur ta narration et tes émotions. La véritable fin est interne. Elle n'a besoin ni de témoins, ni de permission. L'énergie que tu investissais auparavant à vérifier, supposer ou anticiper revient maintenant à toi et commence à reconstruire ce que le cycle a usé. Accepter que l'autre ne sera pas celui qui te fermera la porte est inconfortable, mais libérateur. Cela t'oblige à regarder à l'intérieur et à te dire, sans fioriture, que tu ne vas plus dépenser ton énergie pour quelqu'un qui ne peut, ne veut ou ne sait pas te donner la clôture que tu mérites. Là, juste à ce point, commence la véritable reconstruction. Tu ne cherches plus d'arguments, ni d'excuses, ni de justice. Tu décides simplement, avec une nouvelle conviction, que ta paix n'est pas en négociation. Tout le reste n'est que l'écho d'une attente qui n'a plus de pouvoir sur toi. 8. Cohérence interne avant réaction externe. Je l'admets, c'est plus difficile que ce que l'on veut reconnaître. Il y a des jours où le corps semble fonctionner en automatique, mais à l'intérieur, l'esprit est au bord du sabotage. Tu sens comment la peau se tend quand une notification apparaît, comment ta respiration change rien qu'en voyant un nom sur l'écran.
De l'extérieur, tu peux sembler calme, mais à l'intérieur, tu es dans un pouls constant entre le besoin de répondre et le désir de te protéger. Le conflit est brutalement physique, une pulsation dans la gorge, un nœud dans l'estomac, les mains qui parcourent le téléphone, même si tu sais déjà que tu ne devrais pas. C'est ce que personne ne dit. L'incohérence interne se manifeste dans des détails minuscules. Dans le corps, dans cet élan de répondre quand tu sais que la seule chose que tu devrais faire est de garder le silence. Le soin de soi ne se sent pas comme un soulagement immédiat. Cela ressemble plus à une gêne aiguë, une abstinence émotionnelle qui exige une réelle force. Tu observes tes gestes et tu te découvres en train de tomber dans de vieux automatismes. Écrire un message et le supprimer, passer en revue mentalement des phrases que tu n'enverras jamais, inventer des excuses pour entrer dans le chat au cas où. Tout cela est réaction, pas cohérence. C'est agir par peur, par l'élan de ne pas perdre le contrôle externe, même si cela signifie te trahir à l'intérieur. La cohérence interne est autre chose, c'est cette décision muette qui se traduit par des gestes concrets, en laissant le téléphone face cachée, en sortant marcher quand l'anxiété serre, en regardant le plafond au milieu de la nuit, et en résistant à la tentation de chercher des signes. C'est la discipline de te maintenir lorsque l'esprit crie qu'une action rapide calmerait le vide, mais tu sais que ce soulagement est un piège qui te ramène au point de départ. La cohérence est inconfortable, la réaction est addictive. C'est la ligne qui sépare celui qui se libère de celui qui répète. Dans le quotidien, la bataille se livre dans des détails que personne ne voit. Le silence n'est pas seulement se taire, c'est maintenir un geste neutre quand quelqu'un essaie de te provoquer. C'est ne pas altérer ta routine, même si l'autre cherche à te déstabiliser par des absences ou des messages ambigus. C'est s'asseoir devant une tasse de café et, même si l'esprit insiste à tourner autour du vide laissé par l'autre personne, t'obliger à maintenir le regard sur ton propre présent. La cohérence interne est une résistance pratique. Tu t'entraînes à ne pas chercher d'arguments, à ne pas te justifier, à tolérer le malaise qui reste lorsque tu décides de ne pas donner d'explication. C'est le muscle invisible qui se renforce chaque fois que tu choisis de ne pas céder à l'urgence de la réaction. Là où il y a cohérence, il n'y a pas d'accès extérieur. Cette phrase, bien que gênante, est la boussole au milieu de l'abstinence émotionnelle. La réaction cherche à contrôler l'extérieur, la cohérence protège l'intérieur. L'autre peut insister, tâter, apparaître avec des réclamations ou des promesses. La véritable rupture se produit lorsque tes actions ne se modifient pas, lorsque ta présence et ton énergie restent au centre, sans se détourner en fonction des attentes de l'autre. Ici, on voit qui a vraiment coupé le cycle. Il n'y a plus de gestes cherchant à être interprétés, ni de silence stratégique attendant d'être brisé. Il ne reste que la décision ferme de ne pas organiser ta paix autour de ce que l'autre fait ou ne fait pas. C'est une scène silencieuse, presque invisible de l'extérieur, mais puissante. Tes mains immobiles, le dos droit, le regard qui ne cherche plus le reflet chez l'autre, mais dans ton propre axe. Au final, la cohérence interne est la seule garantie que le retrait est réel et définitif. Peu importe la pression que tu reçois pour réagir, si tes actions et ton état mental restent alignés, l'accès se ferme et la dynamique se termine. La paix n'est pas l'absence de conflits externes, mais la décision de ne pas bouger au rythme de ce que l'autre attend. C'est cela la maturité émotionnelle, même si cela fait mal, même si c'est difficile. Parce que la véritable liberté se construit dans le silence inconfortable de la cohérence, pas dans le soulagement momentané de la réaction. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. La vie ne te brise pas, elle te façonne.
Chaque coup, chaque perte et chaque trahison font partie du feu qui forge ton caractère. Tu n'es pas ici pour éviter la douleur, tu es ici pour apprendre à y résister. Car le véritable pouvoir ne se construit pas lorsque tout va bien, mais lorsque tu continues à avancer, même si ça fait mal. Le stoïcisme ne te promet pas une existence exempte de souffrance. Il t'entraîne à garder l'esprit ferme au milieu du chaos. Marc Aurèle, Sénèque et Épictète l'ont compris. Tu ne peux pas contrôler ce qui se passe à l'extérieur, mais tu peux contrôler ta réaction à l'intérieur. C'est la frontière entre celui qui s'effondre et celui qui se reconstruit. Abandonner ne signifie pas toujours renoncer. Parfois, c'est se contenter, c'est accepter une vie à moitié, un calme faux qui cache la peur. Mais celui qui décide de faire face à la douleur avec dignité, celui qui choisit la discipline plutôt que le confort, commence à se connaître vraiment. Cette vidéo est un rappel pour ceux qui en ont assez de fuir. Elle est pour ceux qui veulent se lever avec sérénité et regarder la douleur dans les yeux sans perdre le cap. Ici, tu vas comprendre que l'esprit stoïcien ne cherche pas à éliminer l'adversité, mais à en faire son maître. Parce que lorsque tu apprends à résister sans perdre ton calme, la souffrance cesse d'être un fardeau et devient ta force. Si tu es prêt à arrêter de fuir de toi-même et à transformer la douleur en objectif, reste. Parce qu'ici, tu n'entendras pas de promesses vides. Tu apprendras comment se forge la résilience d'un esprit qui ne renonce pas. 1. Accepte ce que tu ne peux pas contrôler. La mer ne s'arrête pas à tes cris. Tu peux maudire les vagues, frapper l'eau ou supplier qu'elle se calme, mais elle continuera à bouger avec la même indifférence. C'est ainsi la vie, un océan qui ne répond pas à tes désirs. La sagesse commence lorsque tu arrêtes de lutter contre le courant et apprends à flotter. Car tant que tu continues à essayer de contrôler ce qui ne dépend pas de toi, la fatigue te coulera avant la tempête. Accepter ne signifie pas abandonner, cela signifie comprendre. Les stoïciens l'ont mieux compris que quiconque. Marc Aurèle disait que le sage reste serein face à l'inévitable, non pas parce qu'il aime la douleur, mais parce qu'il sait que résister à la réalité ne fait que la multiplier. Tu ne peux pas contrôler les paroles des autres, ni les décisions du destin, ni les caprices du temps. Mais tu peux contrôler ton jugement, ton attitude, ta réponse. Là est ton pouvoir. Chaque jour, quelque chose échappe à tes mains. Une personne te déçoit, un plan échoue, quelque chose échappe à ton contrôle. L'impulsion naturelle est de réagir, de blâmer, de résister. Mais le stoïcien choisit de s'arrêter, d'observer et de se demander « Cela dépend-il de moi ?» Si la réponse est non, lâche prise. Car s'accrocher à l'incontrôlable est comme essayer de tenir du sable entre tes doigts. Plus tu forces, plus il s'échappe rapidement. Accepter ne te rend pas faible. Cela te rend libre. Cela te libère du poids de l'impossible. Quand tu comprends qu'il y a des choses qui ne sont tout simplement pas sous ton contrôle, ton énergie change. Tu arrêtes de te fatiguer sur ce que tu ne peux pas changer et tu commences à investir ta force dans ce que tu peux améliorer. Ton caractère, ton esprit, ton calme, c'est le véritable autocontrôle. Pense à combien de fois tu as souffert pour quelque chose qui n'a jamais dépendu de toi. Pour une personne qui n'a pas changé, pour une situation qui ne s'est pas produite, pour une réponse qui n'est jamais arrivée. Ce n'était pas le fait qui te blessait, c'était ta résistance à l'accepter. La vraie douleur ne vient pas de la perte, elle vient de l'attachement. Le stoïcisme t'apprend que la souffrance diminue lorsque l'acceptation grandit. Accepter, c'est regarder la vie avec les yeux grands ouverts, sans nier ce qui fait mal, mais sans permettre que cela te détruise. C'est dire, cela se passe, et même si je n'aime pas ça, je peux décider comment réagir. Cette décision est ton bouclier. Dans un monde qui change chaque seconde, où tout peut se passer différemment de ce qui était prévu, accepter devient un acte de pouvoir, une rébellion silencieuse contre le désespoir. Ceux qui acceptent ne sont pas ceux qui se résignent, ce sont ceux qui apprennent. Ils comprennent qu'il y a une leçon derrière ce qu'ils ne peuvent pas contrôler. C'est pourquoi, lorsque la vie les frappe, ils ne demandent pas « pourquoi moi ?» Mais « pourquoi ?» Cette question change tout. Parce que là où le faible voit une tragédie, le sage voit un entraînement.
Accepte ce que tu ne peux pas contrôler et concentre ton énergie sur ce qui dépend de toi. Ne gaspille pas ta force à essayer de changer le vent, ajuste tes voiles. Ne te plains pas du poids de la vie, renforce-toi pour le porter. Arrête de demander que le chemin soit plus facile, demande à être plus fort. C'est cette mentalité qui transforme le chaos en calme et la douleur en sagesse. Souviens-toi, celui qui apprend à accepter cesse d'être une victime des circonstances et devient maître de lui-même. Parce que rien ni personne ne peut traîner celui qui ne s'accroche plus. Accepter n'est pas se rendre à la vie, c'est prendre les rênes de ton esprit. Et quand tu maîtrises cela, le monde cesse d'être une menace et devient un terrain d'entraînement pour ton âme. 2. Fais de la douleur ton maître. Le feu ne détruit pas seulement, il purifie aussi. Ce qui passe par les flammes et survit devient plus fort, plus résistant, plus réel. C'est ainsi avec la douleur. Elle n'arrive pas pour te punir, elle arrive pour te façonner. Mais la plupart des gens fuient quand ils la ressentent, cherchant à se distraire, à se cacher, à oublier. Ils ne comprennent pas que fuir la douleur, c'est fuir la croissance. Le stoïcien ne cherche pas la souffrance, mais quand elle arrive, il l'accueille la tête haute, sachant que chaque blessure est une opportunité d'apprendre. Dans la vie, tout ce qui a de la valeur coûte. La paix, la discipline, la sagesse, la tranquillité intérieure. Rien de tout cela ne se construit dans le confort. La douleur n'est pas toujours un ennemi. Souvent, c'est un messager qui apporte la vérité que tu ne voulais pas entendre. Cette relation qui s'est brisée, cette déception, cette perte, n'ont pas surgi par hasard. Elles sont venues pour t'enseigner ce que tu n'aurais pas compris autrement. Marc Aurèle le disait clairement, ce qui entrave l'action la favorise. Ce qui se met en travers du chemin devient le chemin. Chaque expérience douloureuse renferme une leçon si tu as le courage de l'observer sans te victimiser. Quand quelque chose te fait mal, ne te demande pas « pourquoi cela m'arrive-t-il ?» Demande-toi « qu'est-ce que je peux apprendre de cela ?» La douleur peut devenir un maître silencieux si tu es prêt à l'écouter. Mais si tu l'ignores, elle te transformera en son esclave. Celui qui n'apprend pas de sa souffrance la répète. Il ne s'agit pas de romantiser la souffrance, mais de la comprendre. Si ça fait mal, c'est parce que ça te montre une limite, un attachement, une faiblesse ou une vérité que tu évitais de regarder. Chaque coup révèle quelque chose sur toi. La douleur est comme un miroir brisé. Ça fait mal de le regarder, mais il reflète avec précision qui tu es vraiment. Ce que tu fais au milieu de cet inconfort définit ta force. Le stoïcien transforme la douleur en énergie. Au lieu de se plaindre, il observe. Au lieu de résister, il apprend. Au lieu de se rendre, il agit. Ainsi, la douleur cesse d'être une punition et devient un champ d'entraînement pour l'âme. Épictète l'enseignait avec dureté. Ne cherche pas à ce que ce qui arrive comme tu le veux. Souhaite que cela arrive comme cela arrive et ta vie coulera sereinement. Cette acceptation active n'est pas de la passivité, c'est de la sagesse. Pense aux moments les plus difficiles de ta vie. Peut-être ont-ils été ceux qui t'ont le plus appris. Le jour où tu as perdu quelque chose que tu croyais indispensable et que tu as découvert que tu pouvais continuer. Le moment où quelqu'un t'a trahi et tu as appris à avoir plus confiance en toi. L'instant où tout est allé mal, mais au milieu du chaos, tu as trouvé de la clarté. Tout cela t'a préparé à être plus fort, même si tu ne le voyais pas à ce moment-là. Fais de la douleur un entraînement quotidien. Quand quelque chose te dérange, ne le rejette pas immédiatement. Observe-le, analyse-le, utilise-le. Demande-toi ce qu'il t'enseigne sur toi-même. C'est la différence entre celui qui se brise et celui qui évolue. Le premier voit la douleur comme une sentence, le second comme un guide. Sois ferme, mais pas rigide. Le feu ne détruit pas le fer, il le trempe. Laisse la douleur faire de même avec toi. Ne cherche pas à l'éliminer, cherche à la comprendre. Ne la crains pas, transforme-la. Si tu y parviens, aucune blessure ne sera vaine, car chaque cicatrice deviendra un rappel de ta résistance, une marque que tu as survécu, grandi et continué à marcher. Fais de la douleur ton maître, pas ton bourreau. Apprends d'elle avec humilité, laisse-la te raffiner, pas te consumer. Parce qu'à la fin, ce n'est pas la douleur qui définit qui tu es, mais ce que tu fais avec elle.
Et quand tu apprends à la voir avec des yeux de sagesse, tu découvres que chaque souffrance était en réalité une façon de t'enseigner à vivre avec plus de but et de force. 3. Discipline-toi pour être libre. Un cheval sauvage court sans but, se laisse emporter par l'impulsion et l'instinct. Mais quand il apprend à être guidé, sa force devient du pouvoir. Il en va de même pour l'esprit humain. Sans discipline, l'énergie se disperse, le temps s'échappe et les désirs te gouvernent. La plupart confondent la liberté avec le fait de faire ce qu'ils veulent, alors qu'en réalité, la véritable liberté naît de la maîtrise de soi. La discipline n'est pas une prison, c'est une clé. Elle te libère du chaos intérieur, de la paresse, de l'indécision. Sénèque disait que aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. Cette phrase renferme toute l'essence du stoïcisme. Il ne s'agit pas de vivre sous des règles rigides, mais d'avoir suffisamment de contrôle pour ne pas être esclave de tes impulsions. Car celui qui ne maîtrise pas son esprit finit par être dominé par lui. Chaque jour, une bataille silencieuse se livre entre ce que tu sais que tu dois faire et ce que tu aimerais faire. Entre le confort et le dépassement de soi, entre le plaisir immédiat et la satisfaction durable. La discipline est cette voix intérieure qui te rappelle que la facilité ne te mènera pas loin. C'est te lever même si tu n'en as pas envie, garder le cap quand personne ne te regarde, et agir avec un but même quand la fatigue te tente d'abandonner. Le problème est que beaucoup voient la discipline comme une punition, alors qu'en réalité, c'est une forme de respect envers soi-même. Chaque fois que tu tiens une promesse personnelle, tu renforces ta confiance, tu façonnes ton caractère et tu deviens plus fort. L'esprit a besoin de structure autant que le corps a besoin de mouvement. Si tu ne l'entraînes pas, il s'affaiblit, se distrait, abandonne. Mais quand tu l'éduques avec constance, il devient ton allié le plus puissant. Le stoïcien comprend que la liberté n'est pas atteinte en fuyant les règles, mais en construisant les bonnes. Ce n'est pas dire « je ferai ce que je veux », mais « je ferai ce que je dois », même si je n'en ai pas envie. Cette différence marque le chemin entre une vie chaotique et une vie avec un but. Épictète le résumait avec précision. Aucun homme n'est libre à moins qu'il ne soit maître de lui-même. La discipline est aussi une forme d'amour de soi. C'est prendre soin de toi-même quand il n'y a pas de motivation. C'est faire ce qui est juste même si personne ne l'applaudit. C'est avancer quand le reste s'arrête. Il ne s'agit pas de vivre une vie parfaite, mais d'avoir la force de maintenir le cap quand les émotions tentent de te détourner. Parce que les émotions changent, mais les principes ne le font pas. Être discipliné ne signifie pas être froid ou rigide, cela signifie être constant. Cela signifie choisir l'action plutôt que l'excuse, la responsabilité plutôt que la distraction. La discipline ne tue pas la spontanéité, elle l'ordonne. Elle te donne le pouvoir de décider au lieu de réagir, d'agir avec intention au lieu de te laisser emporter par l'impulsion. Pense aux fois où le manque de discipline t'a volé quelque chose d'important, un rêve, une opportunité, une version de toi-même. Chaque fois que tu as choisi le confort plutôt que l'engagement, tu as perdu un peu de pouvoir. Mais chaque fois que tu as choisi l'effort, tu as gagné en liberté. Parce qu'il n'y a pas de plus grande sensation d'indépendance que de regarder en arrière et de savoir que tu as accompli ce que tu as dit que tu ferais. Le chemin stoïcien ne cherche pas à éliminer le désir, il cherche à le canaliser. Il ne réprime pas, il dirige. Il ne s'agit pas de vivre sans plaisir, mais de ne pas être prisonnier de celui-ci. La discipline t'apprend à profiter sans dépendre, à agir sans attendre, à avancer sans te promettre des résultats immédiats. Discipline-toi pour être libre. Maîtrise tes habitudes, tes pensées, ton temps. Deviens l'architecte de ta vie, pas son spectateur. 4. Maîtrise tes émotions. Un incendie ne commence pas grand, il commence par une étincelle. Un mot mal dit, un geste mal interprété, une émotion non contrôlée. Et si tu ne l'éteins pas à temps, il finit par tout consumer. C'est ainsi que fonctionnent les émotions lorsque tu ne les maîtrises pas. Petites, mais capables de détruire ta paix si tu les laisses grandir sans contrôle. Maîtriser tes émotions ne signifie pas les éteindre. Cela signifie apprendre à les allumer seulement quand c'est nécessaire. Le stoïcisme enseigne que l'esprit doit être comme un soldat, préparé, ferme et serein, même au milieu du chaos.
Les émotions sont naturelles, mais elles ne doivent pas commander. Marc Aurèle disait que l'âme se teint de la couleur de ses pensées. Si tes pensées sont impulsives, tes émotions seront instables. Mais si tu les entraînes avec calme et raison, tu seras maître de ton équilibre. Il ne s'agit pas de réprimer ce que tu ressens, mais de le diriger avec sagesse. Le problème n'est pas de ressentir de la colère, de la tristesse ou de la peur. Le problème est de les laisser te dominer. Quand tu réagis sans réfléchir, tu donnes le contrôle de ta vie à l'instant, à l'autre, à la situation. Et c'est ce que le stoïcien évite, être esclave de l'instant. La personne forte n'est pas celle qui ne ressent rien, mais celle qui ressent sans perdre le cap. Maîtriser les émotions ne signifie pas être froid ou distant. Cela signifie ne pas laisser une émotion temporaire détruire une décision permanente. Cela signifie respirer avant de parler, réfléchir avant d'agir et choisir le calme lorsque le corps demande la guerre. C'est là la véritable force. Rester en silence pendant que ton intérieur brûle, mais sans laisser le feu se propager au-delà de ton esprit. La plupart des problèmes personnels naissent de réactions impulsives. Un message que tu n'aurais pas dû envoyer, un mot que tu n'aurais pas dû dire, une action que tu as prise simplement parce que ton orgueil t'a poussé. Ensuite vient le regret, la culpabilité, le cycle d'émotions qui te dominent à nouveau. Mais quand tu apprends à t'arrêter, à observer sans répondre, tu te rends compte que tu as du pouvoir. Parce qu'il n'y a pas de plus grand contrôle que celui que tu exerces sur toi-même. Les stoïciens pratiquaient la visualisation négative. Ils imaginaient le pire pour être préparés et ne pas être dominés par la peur. Si tu pouvais penser à la perte sans te briser, tu étais prêt à affronter la réalité avec calme. Cette pratique n'était pas du pessimisme, c'était de la force émotionnelle. Quand tu sais que tout peut arriver et que tu choisis quand même de rester serein, rien ne peut te sortir de ton centre. Chaque émotion a son message. La colère révèle une injustice. La peur te montre tes limites, la tristesse t'enseigne l'attachement. Mais tu ne dois pas vivre sous leur gouverne. Écoute-les, comprends ce qu'elles veulent te dire et agis ensuite en conscience. Parce que le sage n'ignore pas ses émotions, il les traduit en décisions intelligentes. Pense à la dernière fois que tu t'es laissé emporter par la colère. Qu'as-tu vraiment gagné? Tu as probablement juste perdu de l'énergie, du temps et de la clarté. Mais quand tu choisis de rester calme, même lorsque l'environnement te provoque, tu gagnes quelque chose que personne ne peut te prendre, la maîtrise intérieure. Ce calme est du pouvoir. C'est la différence entre réagir comme tout le monde ou répondre comme quelques-uns. Maîtriser les émotions est un entraînement constant. Cela ne se produit pas du jour au lendemain. Cela se construit à chaque instant où tu choisis de penser avant de ressentir. Le calme n'est pas l'absence d'émotion, c'est le contrôle conscient de celle-ci. Et cette compétence te rend imperturbable, quelqu'un qui ne peut être manipulé ni renversé par le chaos extérieur. 5. Vis le présent avec conscience. L'horloge ne s'arrête jamais, mais l'esprit si. Il reste coincé dans ce qui est déjà passé ou s'avance sur ce qui n'existe pas encore. C'est comme un voyageur qui marche en regardant en arrière ou qui court sans direction. C'est ainsi que la plupart d'entre nous vivent, absents du moment présent. Et pendant ce temps, le présent, le seul moment réel que nous avons, nous échappe entre les doigts. La pleine conscience n'est pas un luxe spirituel, c'est une nécessité pour celui qui souhaite vivre avec un but. Le stoïcisme enseigne que seul le présent est à nous. Le passé ne peut plus être touché et l'avenir n'a pas encore de forme. Pourtant, l'être humain passe la majeure partie de sa vie à regretter ce qui a été ou à craindre ce qui pourrait être. Sénèque a écrit que nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité. Et c'est vrai, l'esprit incontrôlé fabrique des douleurs qui n'existent pas encore et ravive des blessures qui auraient déjà dû guérir. Vivre avec conscience, c'est arrêter cette fuite d'énergie. C'est être dans ce que tu fais, sans te diviser entre les souvenirs et les attentes. C'est manger et vraiment savourer, marcher et vraiment sentir le sol, parler et vraiment t'écouter. Cela semble simple, mais cela demande de la pratique. Parce que ton esprit est entraîné à fuir le présent. Il cherche toujours quelque chose de plus. La distraction, la comparaison, la promesse que l'avenir sera meilleur.
Mais si tu n'apprends pas à être présent, quand ce futur arrivera, tu ne sauras pas non plus en profiter. Marc Aurèle le savait bien, au milieu des guerres, des devoirs et des responsabilités, il a écrit que nous devons limiter notre attention au moment présent. Pas à demain, pas à ce qui s'est passé, mais à ce qui est devant nous. Le présent n'est pas toujours agréable, mais il est toujours réel. Et le réel est la seule chose que tu peux transformer. Quand tu es présent, tu prends le contrôle du seul terrain où tu peux agir. Vivre avec conscience ne signifie pas nier le passé, ni ignorer l'avenir. Cela signifie ne pas vivre asservi par eux. Tu peux te souvenir, mais sans rester là. Tu peux planifier, mais sans oublier que la seule chose qui existe est le présent. Tout pouvoir, toute tranquillité, toute clarté naissent de l'attention portée au moment présent. Parce que lorsque ton esprit est ici, le bruit du monde s'éteint et tu découvres une force que tu ne voyais pas auparavant. Beaucoup de gens vivent avec l'esprit divisé, faisant une chose tout en pensant à une autre. Ils travaillent en souhaitant se reposer. Ils se reposent en ressentant de la culpabilité. Ils aiment en craignant de perdre. Ainsi, ils ne trouvent jamais la paix. Le stoïcisme propose quelque chose de radicalement différent. Être totalement dans ce que tu fais. Si tu travailles, travaille. Si tu te reposes, repose-toi. Si tu aimes, aime. La sérénité naît de la cohérence entre la pensée et l'action. Être présent te permet également de mieux gérer tes émotions. Quand tu es conscient, tu vois venir la colère avant qu'elle n'éclate, la peur avant qu'elle ne te paralyse, la tristesse avant qu'elle ne te consume. La conscience n'élimine pas les sentiments, elle les éclaire. Et quand quelque chose est éclairé, il cesse d'avoir autant de pouvoir sur toi. Vivre le présent ne signifie pas oublier tes objectifs, mais les construire à partir de l'attention quotidienne. Chaque pas compte. Chaque jour où tu choisis d'être ici et non dans tes pensées, tu deviens plus fort, plus réel. Parce que l'esprit qui vit dans le passé souffre, celui qui vit dans l'avenir craint, mais celui qui vit dans le présent agit. Apprends à habiter ton moment. Observe sans juger, agis sans distraction, ressens sans attachement. Tu n'as pas besoin de plus de temps, tu as besoin de plus de présence. Chaque jour contient tout ce dont tu as besoin pour avancer, mais seulement si tu es éveillé pour le voir. Comme le disait Épictète, personne ne peut te voler le présent. 6. Pratique la vertu chaque jour. Un arbre ne pousse pas du jour au lendemain. Il se renforce lentement, avec des racines qui s'accrochent à la terre et des branches qui cherchent la lumière. Ainsi est la vertu. Elle n'est pas atteinte en un seul acte. Elle se cultive dans la constance. Chaque décision, chaque parole, chaque pensée la nourrit ou l'affaiblit. Le stoïcisme enseigne que le but de la vie n'est pas la gloire ni la richesse, mais de vivre avec vertu, car seul celui qui agit avec droiture peut être véritablement libre. Pratiquer la vertu, c'est agir avec cohérence, même quand personne ne vous voit. C'est choisir ce qui est juste plutôt que ce qui est pratique, la vérité plutôt que le confort, le calme plutôt que la réaction. Sénèque disait que celui qui fait le bien par devoir vit en harmonie avec lui-même. Et cette harmonie est la plus grande récompense que l'âme puisse recevoir. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'être conscient de chaque choix. Car chaque fois que vous décidez d'agir avec vertu, vous vous rapprochez un peu plus de votre meilleure version. Le monde actuel promeut le contraire. Il nous apprend à agir par intérêt, par apparence ou par peur d'être jugé. Mais le stoïcien ne cherche l'approbation de personne. Il cherche la paix intérieure qui naît de savoir qu'il a agi avec intégrité. C'est la différence entre celui qui vit en poursuivant la reconnaissance et celui qui vit avec un but. La vertu n'a pas besoin d'applaudissements, elle se soutient seule. Pratiquer la vertu n'est pas un acte isolé, c'est un mode de vie. Cela implique la justice dans le traitement des autres, la sagesse dans la prise de décision, le courage de rester ferme face à l'adversité et la tempérance pour ne pas se laisser emporter par les désirs ou les impulsions. Ces 4 piliers, sagesse, justice, courage et tempérance, sont la base de toute force intérieure. Sans eux, le caractère se brise à la première difficulté. Le stoïcisme ne vous demande pas d'être un saint, il vous demande d'être conscient, de ne pas agir par impulsion mais par conviction, de ne pas suivre le courant mais votre propre jugement.
De ne pas dire ce que les autres veulent entendre, mais ce que vous savez être vrai. Pratiquer la vertu n'est pas facile, mais c'est le seul chemin qui ne trahit pas. Car quand tout autour de vous s'effondre, seul le caractère reste ferme. Chaque jour vous offre des centaines d'opportunités de pratiquer la vertu. Lorsque vous choisissez d'écouter plutôt que de discuter, lorsque vous décidez de vous taire plutôt que d'humilier, lorsque vous aidez sans rien attendre en retour. Ce sont ces petits gestes qui construisent la grandeur. Vous n'avez pas besoin d'une scène pour prouver votre valeur. Il suffit d'agir correctement quand personne ne vous observe. Marc Aurèle répétait que l'objectif de l'être humain est de vivre en accord avec la nature. Et la nature humaine est rationnelle, juste et noble. Lorsque vous vivez en vertu, vous êtes en harmonie avec votre essence. Vous n'avez pas besoin de décorations extérieures ni d'approbation étrangère, car la véritable satisfaction vient de la cohérence entre ce que vous pensez, ressentez et faites. Pratiquer la vertu signifie aussi vous pardonner lorsque vous échouez et réessayez. Personne n'est sage tout le temps, mais chaque erreur peut devenir une leçon si vous l'affrontez avec humilité. Le stoïcien ne se punit pas pour être tombé, il se relève avec plus de conscience. La vertu n'exige pas la perfection, elle exige l'engagement. Être vertueux n'est pas un acte de faiblesse, c'est un acte de force. Cela nécessite la maîtrise de soi, la clarté face aux doutes et la fermeté face à la tentation. C'est choisir le bien quand personne ne vous y oblige, c'est rester droit, même si le monde s'incline. Celui qui pratique la vertu n'a rien à prouver, car sa vie parle pour lui. Pratiquez la vertu chaque jour comme celui qui arrose un arbre. Avec patience, constance et amour pour la croissance. 7. Transforme l'échec en force. Un miroir brisé ne perd pas son reflet, il le multiplie simplement en fragments. Il en va de même pour les personnes lorsqu'elles échouent. Elles ne se brisent pas complètement. Elles se divisent simplement en parties qui doivent être réunies avec plus de conscience, plus de maturité et plus de clarté. L'échec n'est pas la fin du chemin. C'est le feu où est testée votre véritable résistance. Le stoïcisme enseigne que l'important n'est pas ce que vous perdez, mais ce que vous décidez d'apprendre de cela. La plupart des gens craignent l'échec comme s'il s'agissait d'une sentence, alors qu'en réalité, c'est un maître sévère, mais juste. Il n'y a pas de croissance sans faux pas, ni de succès sans erreur. L'échec révèle que vous êtes sans masque. Il vous oblige à vous voir tel que vous êtes, sans excuses, sans illusions. Sénèque disait que l'homme sage se renforce avec les coups du destin, comme le feu est attisé par le vent. Et c'est ce que fait l'esprit stoïcien. Il transforme chaque chute en un élan vers quelque chose de plus grand. Échouer n'est pas perdre, c'est découvrir une façon qui n'a pas fonctionné. C'est une opportunité d'ajuster votre cap, de nettoyer ce qui est superflu et de vous concentrer sur l'essentiel. Le problème n'est pas de tomber, mais de rester en bas en blâmant le monde. Le stoïcien ne se demande pas « pourquoi moi ?», il se demande « que puis-je faire avec cela ?» Cette différence de mentalité le distingue du reste. Parce que pendant que certains se lamentent, lui s'entraîne. Pendant que certains abandonnent, lui se renforce. L'échec, si vous le regardez calmement, est l'une des expériences les plus honnêtes qui existent. Il ne ment pas, il n'embellit pas, il ne flatte pas. Il vous montre vos limites, votre manque de préparation, votre excès de confiance. Mais il vous montre aussi votre potentiel, votre capacité de résistance, votre véritable valeur. Il ne vous détruit pas, il vous dénude. Et dans cet état de vulnérabilité, vous avez deux options, rester à vous lamenter sur ce que vous avez perdu ou vous relever pour vous reconstruire mieux. Marc Aurèle a écrit que ce qui arrive, arrive par nécessité. Si ce à quoi vous faites face ne dépendait pas de vous, il n'y a pas de sens à résister. Si cela dépendait de vous, alors l'échec vous enseigne comment faire mieux la prochaine fois. Il n'y a pas de défaite chez celui qui apprend. Chaque erreur commise avec humilité devient un outil pour l'avenir. Chaque fois que vous échouez et choisissez de continuer, votre caractère se durcit comme le fer sous le marteau. Le stoïcien ne cherche pas une vie sans échec, il cherche un esprit qui ne se brise pas face à eux. Il sait que tout processus nécessite des chutes, que toute transformation implique de la douleur.
Mais cette douleur n'est pas un ennemi, c'est la preuve que vous changez. Les personnes qui grandissent le plus ne sont pas celles qui gagnent toujours, mais celles qui apprennent à gagner même lorsqu'elles perdent. Transformer l'échec en force nécessite du courage. Cela signifie ne pas cacher vos erreurs, mais les affronter avec dignité. Cela signifie ne pas rester coincé dans la culpabilité, mais passer à l'action. Lorsque l'échec arrive, l'esprit faible abandonne, l'esprit commun se justifie et l'esprit fort analyse, apprend et avance. Ce dernier est l'esprit stoïcien. Chaque fois que vous échouez, rappelez-vous ceci. L'échec ne vous définit pas, il vous polit. Si vous apprenez de lui, il vous transforme en quelqu'un de plus sage. Si vous l'évitez, il vous maintient tel que vous êtes. Il n'y a pas d'erreur plus grande que de craindre l'erreur. Tout progrès humain, des philosophes aux inventeurs, a été construit sur des tentatives ratées. La clé est de ne pas abandonner, d'utiliser chaque chute comme carburant pour continuer à avancer. Transformez l'échec en force, et chaque défaite fera partie de votre entraînement. Ne effacez pas vos cicatrices, portez-les comme des rappels de ce que vous avez surmonté. L'échec ne détruit pas celui qui se relève avec humilité, il le renforce. 8. Sois fidèle à ton essence. Le diamant ne brille pas parce qu'il veut être admiré. Il brille parce qu'il ne peut pas être autre chose. Sa valeur ne dépend pas de qui le regarde, mais de ce qu'il est. Il en va de même pour les personnes. Lorsqu'elles cessent d'essayer de s'intégrer et se permettent d'être authentiques, leur force intérieure se libère. Être fidèle à ton essence, c'est te rappeler qui tu es lorsque le bruit du monde essaie de te confondre. C'est rester intègre, même si tout le monde change de cap. La société te pousse à imiter, à suivre des tendances, à te modeler pour plaire. Dès ton plus jeune âge, on t'apprend à être accepté, pas à être toi-même. Mais le stoïcisme te rappelle que la véritable paix ne vient pas de l'approbation des autres, mais de la cohérence interne. Marc Aurèle l'a écrit avec simplicité et puissance. La tranquillité intérieure vient de l'action en harmonie avec ta nature. Cela signifie ne pas te trahir pour t'intégrer, ne pas taire ce que tu penses juste pour plaire, ne pas déguiser tes principes par peur de te démarquer. Être fidèle à ton essence, ce n'est pas te rebeller contre tout, c'est maintenir ta vérité au milieu de tout. Tu n'as pas besoin de hausser la voix pour être ferme, ni d'expliquer ton chemin pour le justifier. L'authenticité ne cherche pas la validation, elle se soutient seule. Quand tu sais qui tu es, les critiques deviennent un bruit lointain et les éloges cessent de contrôler ton humeur. L'âme forte ne se gonfle pas avec les éloges, ni ne se rétrécit avec les offenses. Elle avance simplement. Le stoïcisme enseigne que l'identité se construit en silence, dans les décisions que tu prends quand personne ne te regarde. Être fidèle à toi-même implique de ne pas négocier tes valeurs pour le confort. Cela implique de tenir ta parole, même si personne ne l'entend. Cela signifie choisir l'honnêteté, même si cela fait mal, parce que le mensonge, tôt ou tard, finit par t'épuiser. Vivre selon ton essence n'est pas toujours facile, mais c'est le seul chemin qui te laisse dormir en paix. La vie te mettra à l'épreuve, où être toi-même aura un coût. Parfois tu perdras des personnes, des opportunités ou de la reconnaissance. Mais ce que tu gagnes en retour est plus précieux, le respect de soi. Et ce respect ne s'achète pas, il se construit. Sénèque disait qu'une vie heureuse se base sur la conformité de l'âme avec sa nature. En d'autres termes, ce n'est que lorsque tu cesses d'agir pour les autres que tu commences à vivre pour toi. Être fidèle à ton essence ne signifie pas ne pas changer. Cela signifie évoluer sans te trahir. C'est grandir sans perdre tes racines, t'adapter sans devenir quelqu'un que tu ne reconnais pas. Le changement est inévitable, mais l'âme forte se transforme avec un but, pas avec peur. Le monde admire ceux qui semblent forts, mais en réalité, la force la plus admirable est celle de celui qui n'a pas besoin de prétendre. Nous vivons entourés de masques, d'apparences, de gens qui se modèlent selon le regard des autres. Mais l'authenticité a un magnétisme propre. Le calme que l'on ressent en n'ayant pas à prétendre est une liberté que peu de gens expérimentent. Lorsque tu es fidèle à toi-même, tu attires ce qui est en harmonie avec toi et tu repousses ce qui ne l'est pas. Non pas par arrogance, mais par cohérence. Ton énergie devient claire, ta présence ferme, ta parole cohérente.
Tu n'as plus besoin de convaincre personne, car ta vie devient ton argument. C'est l'essence du stoïcisme, vivre avec intégrité, même lorsque le reste choisit le masque. Sois fidèle à ton essence, même si le monde te demande de changer. Même si cela semble plus facile de suivre le courant, rappelle-toi que les rivières les plus profondes ne font pas de bruit. Garde ton centre quand tout bouge, conserve ta vérité quand tout se confond. Parce qu'à la fin du chemin, la seule chose qui reste est ce que tu es vraiment. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. Ta vie, telle qu'elle est maintenant, ressemble à une pièce en flammes. Non pas parce que tout est perdu, mais parce que tout brûle en même temps. Tes doutes, tes culpabilités, ton désordre, tes émotions incontrôlées, ton passé que tu continues à respirer, même si tu jures l'avoir surmonté. Et pendant que le feu avance, tu restes debout au milieu de la fumée, espérant que quelqu'un vienne te sauver. Mais personne ne vient. Personne n'entrera. C'est le moment où tu dois accepter que, si tu ne prends pas le contrôle, l'incendie te consume. Sois franc avec toi-même. Le chaos n'est pas apparu de nulle part. Tu l'as laissé grandir. Tu lui as ouvert la porte chaque fois que tu as évité quelque chose que tu devais affronter. Chaque fois que tu as blâmé les autres, chaque fois que tu t'es plaint sans bouger, chaque fois que tu as laissé ton passé décider de ton lendemain. Et maintenant, tu en paies le prix. Tu le sens dans ton esprit, dans ta maison, dans tes émotions, dans ta discipline brisée. Tu vis épuisé parce que tu continues d'essayer de marcher sur un terrain que tu maintiens toi-même plein de débris. Mais écoute bien, tu n'es pas condamné, tu es désordonné. Et le désordre, aussi chaotique soit-il, a une solution si tu as le courage de le regarder en face. C'est de cela que parle cette vidéo. Pas de motivation infantile, pas de belles phrases, pas de te faire sentir bien. Ici, tu vas affronter la version de toi qui a créé ce désastre pour que tu puisses devenir la version qui le résout enfin. Si tu restes jusqu'à la fin, tu recevras une carte claire, dure, pratique. 8 leçons pour arrêter de traîner un passé qui n'a plus le droit de te gouverner. 8 étapes pour te reconstruire de l'intérieur. 8 décisions qui peuvent faire de 2025 le point de basculement que tu attends depuis trop longtemps. Commençons. Ce ne sera pas doux, mais ce sera nécessaire. 1. Prends le contrôle de ta vie. Imagine que tu es assis au volant d'une voiture qui a roulé seule pendant des années sans que tu la diriges. Le moteur rugit, la route vibre et les virages se rapprochent sans que tu aies les mains sur le volant. C'est ainsi que tu as vécu jusqu'à présent, laissant tes émotions, ton passé, tes impulsions et tes excuses décider pour toi. Puis, tu es surpris quand tu finis toujours au même endroit, épuisé, frustré, sentant que ta vie est un chaos que tu ne peux pas contrôler. Mais écoute quelque chose avec une clarté absolue. Personne ne va entrer dans ta vie pour mettre de l'ordre dans ce que tu continues à laisser en ruine. Personne ne va te donner de la discipline. Personne ne va prendre la responsabilité de tes décisions. C'est ton moment pour accepter que beaucoup de ton chaos actuel n'est pas de la malchance. C'est un manque de direction, un manque de contrôle, un manque de responsabilité. Et même si ça fait mal, c'est aussi libérateur parce que si tu l'as créé, tu peux le démanteler. Prendre le contrôle n'est pas répéter des phrases motivantes, c'est arrêter de te réfugier dans des excuses élégantes. Je n'ai pas le temps, je ne peux pas changer, je suis comme ça, mon passé m'a marqué. Tout cela semble logique, mais en réalité, cela signifie « j'ai peur de me confronter à moi-même ». Et tu resteras coincé tant que tu permettras à cette peur de prendre des décisions pour toi. Le stoïcisme te dit quelque chose de simple. Tu ne peux pas contrôler tout ce qui t'arrive, mais tu peux contrôler comment tu réagis. Et cette seule compétence peut changer toute ta vie.
Tu contrôles ta vie quand tu arrêtes de réagir à tout ce qui se passe et que tu commences à agir avec intention. Quand tu décides que tes émotions ne seront plus le moteur qui te traîne, mais des signaux que tu sais interpréter. Tu contrôles ta vie quand tu arrêtes de blâmer les autres pour des blessures qu'il est temps pour toi de guérir. Quand tu regardes ton désordre externe et interne sans le dramatiser mais sans le cacher. Quand tu dis fermement « Jusqu'ici est arrivée cette version faible de moi ». La première étape est d'accepter ta réalité sans te mentir. Reconnaître quelle partie du chaos est ta responsabilité. Voir ta vie comme tu verrais une chambre en désordre, vêtements jetés, déchets accumulés, vaisselle sale. Tu ne pleures pas pour ça, tu dis simplement « j'ai du travail à faire ». C'est ainsi que tu dois voir ton esprit, tes habitudes, tes émotions, pas avec honte mais avec clarté, pas avec victimisation mais avec décision. Ensuite vient la partie la plus puissante. Choisir de le réparer même si tu n'as pas envie, même si tu ne sais pas comment commencer, même si ça fait mal. Parce que prendre le contrôle n'est pas se sentir prêt, c'est décider que tu vas avancer même sans motivation. La motivation est instable, elle apparaît et disparaît. La décision est ferme, elle reste même quand elle te pèse. Un vrai changement commence quand tu choisis d'agir même si ton esprit te demande du confort. Prendre le contrôle signifie assumer que tu ne peux plus vivre en automatique. Cela signifie arrêter, respirer, regarder ta vie avec une brutalité honnête et dire « cela dépend de moi ». Cette étape réveille quelque chose en toi qui dort depuis des années, ton leadership interne. Il n'a pas besoin d'applaudissements ni de reconnaissance, il a besoin d'engagement. Un leader ne cherche pas d'excuses, il cherche des solutions. Un leader n'attend pas que la vie s'améliore, il l'améliore. Un leader ne se rend pas à son passé, il le surmonte. Si tu veux que l'année 2025 soit ton point de rupture, cette étape est obligatoire. Tu ne peux pas l'éviter, tu ne peux pas l'adoucir. Prendre le contrôle de ta vie signifie que, quoi qu'il arrive, tu décides de ta direction. Cela signifie que tu reprends le volant, tu serres fort, tu regardes la route et tu te promets que tu ne seras plus jamais passager de ta propre histoire. C'est ici que commence ton vrai changement. Ici, tu récupères ton pouvoir. 2. Range ton espace, range ton esprit. Imagine que ton esprit est comme une table remplie de vieux papiers, de tasses non lavées, de câbles emmêlés et d'objets qui ne servent à rien, mais que tu as laissés là parce que je le rangerai plus tard. Chaque fois que tu essaies de penser clairement, c'est comme chercher une aiguille dans tout ce désordre. Tu sais qu'elle est là, mais tu te perds parmi des choses qui auraient dû partir il y a longtemps. C'est ainsi que se présente ta vie maintenant, pleine de fardeaux accumulés qui occupent de l'espace mental et émotionnel. Et tant que tu continueras à vivre entouré de chaos, ta tête continuera à fonctionner de la même manière, saturée, lente, épuisée et sans direction. Tu ne peux pas demander à ton esprit de l'ordre si ton environnement reflète le contraire. Le désordre externe est un miroir silencieux du désordre interne. Beaucoup de gens pensent que c'est l'inverse, mais non. L'esprit s'adapte à l'espace dans lequel il vit. Si ta chambre est un désastre, ta concentration le sera aussi. Si ton bureau est plein de choses que tu n'utilises jamais, tes pensées seront également remplies d'émotions dont tu n'as plus besoin. Et si ta maison est pleine d'objets du passé, ton esprit continuera à porter des histoires qui ne te servent plus. Ranger ton espace n'est pas une tâche ménagère, c'est une thérapie stoïcienne. C'est un acte de confrontation avec toi-même. Chaque chose que tu enlèves du chemin est une pensée de moins qui t'étouffe. Chaque objet que tu jettes est un souvenir qui cesse de te contrôler. Chaque coin que tu nettoies est une décision de qui tu veux être aujourd'hui, pas de qui tu étais avant. Lorsque tu ranges ton espace, tu envoies un message direct à ton cerveau. À partir de maintenant, nous vivons différemment. Commence par ce que tu vois, car ce que tu vois façonne comment tu te sens. Tu n'as pas besoin que ta maison soit parfaite, tu as besoin qu'elle ait une intention. Tu as besoin qu'elle reflète quelqu'un qui veut avancer, pas quelqu'un qui est resté coincé dans plusieurs versions passées de lui-même. Ton lit, ton bureau, tes tiroirs, ton placard.
Tout doit être aligné avec la vie que tu veux construire, pas avec la vie que tu essaies de laisser derrière toi. La même chose s'applique à ton téléphone, à tes réseaux sociaux, à ton ordinateur, à tes habitudes numériques. Tout le bruit que tu consommes laisse des traces dans ton esprit. Si tu ne filtres pas ton environnement te dirigera. Lorsque tu commenceras à ranger, tu ressentiras de la résistance. Tu te retrouveras à garder des choses que tu pensais ne plus avoir d'importance. Tu ressentiras de vieilles tristesses. Tu te souviendras de moments que tu croyais avoir surmontés. Tu te confronteras à des versions de toi-même qui te font mal. C'est normal. C'est une partie du processus. Le désordre n'occupe pas seulement de l'espace physique, il est aussi émotionnellement lié à toi. C'est pourquoi il est si difficile de le lâcher. Parce que tu ne jettes pas un objet, tu lâches l'histoire que cet objet portait. Et cela fait mal, mais cela libère aussi. Le stoïcisme t'enseigne que l'extérieur doit être aussi léger que l'intérieur. Un guerrier ne va pas à la bataille en portant tout ce qu'il possède. Il n'emporte que ce qui est nécessaire. Tu dois faire de même. Élimine ce qui ne s'ajoute pas. Garde ce qui t'aide à avancer. Ranger ton espace est la base pour ranger tes décisions. Un endroit propre t'oblige à penser différemment. Une chambre organisée t'invite à agir avec plus de clarté. Un environnement sain te rappelle que tu as le contrôle sur quelque chose, même lorsque le monde semble chaotique. Ce n'est pas un nettoyage de fin de semaine, c'est le début d'une mentalité. C'est le pas qui sépare le toi désordonné du toi qui prend les rênes. Lorsque tu ranges ton espace physique, tu commences à ranger tes priorités. Lorsque tu nettoies ton environnement, tu nettoies ton focus. Lorsque tu organises ce qui t'entoure, tu organises ce que tu penses. Et lorsque cela se produit, tu peux voir ta vie avec une précision que tu n'avais pas auparavant. 3. Concentre-toi sur moins, fais le mieux. Ta vie est devenue une liste interminable de choses à faire que tu ne finis jamais. Des objectifs à moitié atteints, des projets ouverts, des promesses que tu t'es faites et que tu n'as jamais tenues. Tu veux changer ton corps, ton esprit, tes habitudes, tes relations, tes finances, tout en même temps. Et à la fin de la journée, tu n'as qu'une sensation claire, épuisement et culpabilité. Ce n'est pas que tu n'as pas de potentiel, c'est que tu le gaspilles dans trop de directions en même temps. Personne n'avance en portant 10 chemins à la fois. Être brutalement honnête avec toi-même est nécessaire ici. Tu n'es pas bloqué par manque de rêve, tu es bloqué par manque de concentration. Tout t'intéresse, tu veux tout, tu essaies de toucher à tout, mais tu ne tiens presque rien. Cela crée une illusion de progrès qui est en réalité un pur mouvement vide. Tu es occupé, mais tu ne construis pas. Tu es fatigué, mais tu ne grandis pas. Le stoïcisme ne te demande pas de faire 1000 choses, il te demande de faire les quelques-unes que tu choisis avec intention, discipline et profondeur. Te concentrer sur moins n'est pas abandonner, c'est mûrir. C'est accepter que ton énergie, ton temps et ton attention sont des ressources limitées et que si tu les disperses partout, tu n'approfondis rien. Un guerrier n'entre pas dans la bataille en frappant l'air dans toutes les directions. Il choisit où frapper et le fait avec précision. Tu dois commencer à vivre ainsi. Tu as besoin de faire quelque chose que ton ego n'aime pas. Renoncer. Renoncer à des tâches qui ne font que te faire sentir occupé. Renoncer au besoin de prouver à tout le monde que tu peux tout faire. Renoncer à des projets que tu maintiens seulement par peur d'accepter qu'ils ne te correspondent plus. Renoncer à l'anxiété de vouloir des résultats dans tous les domaines en même temps. Tu n'es pas moins parce que tu fais moins. Tu es plus efficace quand tu choisis froidement où tu vas mettre ta force. Ce point devient pratique quand tu prends du papier et un crayon et te poses une question inconfortable. Qu'est-ce qui, si je l'améliorais vraiment dans les prochains mois, changerait le reste de ma vie? Pas 5 choses. 1. Peut-être est-ce ta discipline quotidienne. Peut-être est-ce ta santé. Peut-être est-ce ta relation avec toi-même. Peut-être est-ce ta situation économique. Ce domaine, celui qui a le plus d'impact sur ton bien-être, doit être ton centre d'attention. Le reste, pour l'instant, passe au second plan. Il ne disparaît pas, mais il cesse d'être une priorité.
À partir de là, la concentration se traduit par des actions concrètes. Arrête de remplir tes journées avec des listes impossibles. Choisis quelques tâches clés et fais-les avec toute ton attention. N'ouvre pas 20 fronts, ouvre-en un et maintiens-le. Si tu décides de travailler ta discipline, respecte alors tes horaires même si tu n'en as pas envie. Si tu décides de travailler ton corps, entraîne-toi même si tu es fatigué. Si tu décides de travailler ton esprit, respecte tes moments de lecture et de réflexion comme s'ils étaient un rendez-vous obligatoire. La concentration se démontre dans ce que tu répètes, pas dans ce que tu annonces. Le chaos interne se nourrit de la dispersion. Le calme naît de la clarté. Quand tu sais ce qui est important aujourd'hui, tout le reste perd de sa force. Tu arrêtes de te sentir coupable, de ne pas être partout, et tu commences à te sentir fier d'être vraiment dans ce que tu as décidé de construire. Moins de bruit, plus de profondeur, moins de promesses, plus de résultats, moins de pantomime, plus de travail réel. 2025 ne te demande pas d'être une machine parfaite, il te demande d'être sélectif. Si tu continues à essayer de tout englober, tu répéteras le même schéma que toutes les années précédentes. Épuisement, frustration, abandon. Si tu as le courage de te concentrer sur moins et de le faire mieux, tu vas ressentir quelque chose que tu n'as pas ressenti depuis longtemps. Un progrès réel. Ce point est le filtre. 4. Maîtrise tes émotions. Tes émotions sont comme un océan en pleine tempête, non pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce que lorsque tu ne sais pas les naviguer, n'importe quelle vague te coule. Il y a des jours où une petite critique se transforme en tsunami, un vieux souvenir en marée haute, une préoccupation minimale en un naufrage complet. Et toi, tu restes là, flottant comme tu peux, essayant de survivre à ce que tu ressens sans comprendre que le problème n'est pas la mer, c'est que tu n'as jamais appris à tenir le gouvernail. Tu n'es pas né pour être emporté par tes émotions, tu es né pour les diriger. Cette partie est dure parce qu'elle touche ce qui t'a le plus freiné dans la vie. Tu réagis avant de penser, tu exploses avant d'observer, tu te noies avant d'analyser. Tu agis sur l'impulsion, pas sur la clarté. Et tant que tu vivras ainsi, tu continueras à répéter des schémas qui te détruisent. Une personne sans contrôle émotionnel est comme un bateau sans capitaine. N'importe quel vent le fait sortir de sa route. Le stoïcisme ne te demande pas de cesser de ressentir. Il te demande de ne pas être l'esclave de ce que tu ressens. Et cette différence change tout. Maîtriser tes émotions n'est pas les réprimer, c'est comprendre leur fonction. Chaque émotion apporte un message. La tristesse dit « quelque chose t'importe ». La colère dit « il y a une limite que tu n'as pas posée ». L'anxiété dit « tu vis dans un futur qui n'existe pas ». La peur dit « tu es face à quelque chose que tu dois affronter ». Le problème est que l'on ne t'a jamais appris à écouter le message, seulement à réagir au bruit. C'est pourquoi ta vie a connu tant de hauts et de bas, parce qu'au lieu d'interpréter, tu te laisses emporter. Tu as besoin de devenir observateur de ce qui se passe en toi. Quand quelque chose te frappe émotionnellement, ne réponds pas immédiatement. Respire, fais une pause, regarde ce que tu ressens comme si ce n'était pas à toi pour un instant. Demande-toi, qu'est-ce que cette émotion essaie de me dire? Est-ce un fait ou une interprétation? Est-ce que je réagis à partir d'une vieille blessure ou de la réalité actuelle? Ce petit espace entre ce que tu ressens et ce que tu fais est là où naît ton pouvoir. Cet espace est le contrôle. Cet espace est ce qui sépare le toi impulsif du toi conscient. Maîtriser tes émotions implique aussi de cesser de justifier des comportements destructeurs par des phrases comme « je suis comme ça », « on m'a fait me mettre en colère, je ne peux pas l'éviter ». Tu le peux. C'est juste que tu n'as pas pratiqué. L'autocontrôle est un muscle, pas un talent. Tu le renforces chaque fois que tu choisis de ne pas exploser même si tu le peux, chaque fois que tu choisis de ne pas répondre immédiatement, chaque fois que tu choisis de penser avant d'agir. Ce point nécessite du courage, car il t'oblige à te regarder sans masque, à admettre que beaucoup de ton chaos émotionnel, tu l'amplifies toi-même. Quand tu commenceras à te contrôler, tu remarqueras quelque chose de puissant.
La vie ne devient pas plus facile, tu deviens plus fort. Les gens ne changent pas, ta façon de réagir change. Les problèmes ne disparaissent pas, ton habitude de les dramatiser disparaît. Les émotions ne cessent pas d'apparaître, cesse d'apparaître le besoin de leur obéir. Et ce changement te donnera une tranquillité que tu n'as jamais ressentie. Une tranquillité ferme, sérieuse, consciente, qui ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur, seulement de qui tu es à l'intérieur. Le stoïcisme enseigne une vérité brutale. Ce qui fait mal n'est pas le fait, mais ton interprétation du fait. Et si tu maîtrises cette interprétation, tu maîtrises ta vie. L'émotion arrive, mais tu décides combien de temps elle vit en toi. L'émotion frappe, mais tu décides si tu ouvres la porte. L'émotion crie, mais tu décides si tu lui prêtes attention. C'est le niveau de pouvoir auquel tu dois aspirer si tu veux un 2025 sans le chaos émotionnel qui t'a emporté pendant des années. Ce point n'est pas doux, mais c'est le plus transformateur. 5. Définis qui tu veux être. Il y a un moment dans la vie où tu te regardes dans le miroir et tu ne vois pas un visage, tu vois une ébauche. Tu vois une version de toi-même construite par les opinions des autres, par tes erreurs, par ton passé, par tes insécurités, par ce que tu croyais devoir être pour être accepté. C'est comme avoir une feuille pleine de lignes tracées par des mains étrangères, et tu continues à essayer de vivre dans un dessin qui ne t'appartient pas. C'est la raison pour laquelle tu as l'impression de ne pas avancer, de te contredire, de te perdre dans tes propres décisions. Tu ne sais pas qui tu es parce que tu ne t'es jamais arrêté pour le décider. Ce point est l'un des plus importants du scénario, car ici tu cesses d'être un résultat du chaos et tu commences à être une création consciente. Jusqu'à présent, tu as vécu en réagissant à la vie, en t'adaptant à ce qui se passe, en prenant des décisions à partir de la confusion, en répétant des habitudes qui ne correspondent pas à la personne que tu dis vouloir être. Et cela t'épuise, cela te fait te sentir divisé, cela te maintient coincé entre la personne que tu étais et la personne que tu pourrais devenir si tu prenais le contrôle. Pour le stoïcisme, l'identité n'est pas quelque chose que tu découvres, c'est quelque chose que tu construis. Ce n'est pas une destination, c'est un choix. Tu décides ce que tu valorises, ce que tu permets, comment tu agis, ce que tu tolères, et ce que tu rejettes. La question n'est pas « qui suis-je vraiment ?», mais « qui choisis-je d'être à partir d'aujourd'hui ?» Cette question est un coup direct à ton ego car elle t'oblige à cesser d'utiliser le passé comme excuse. Peu importe ce que tu as été, ce qui compte, c'est ce que tu es prêt à être maintenant. Le passé t'explique, mais ne te définit pas. Pour définir qui tu veux être, tu dois faire un exercice d'honnêteté brutale. Demande-toi, quel type de personne j'admire? Quelles habitudes soutenues cette personne montrerait-elle? Comment affronterait-elle les problèmes? Comment réagirait-elle émotionnellement? Quelles décisions prendrait-elle? Quelles limites mettrait-elle? Quelle serait sa discipline quotidienne? Ensuite, compare-toi à cela, sans adoucir, sans te justifier, sans te victimiser. Observe simplement la distance entre le toi actuel et le toi idéal. Cette distance est ton travail. Et voici la partie inconfortable. Ton identité se révèle dans tes actions, pas dans tes intentions. Tu n'es pas discipliné parce que tu dis vouloir l'être. Tu es discipliné parce que tu le montres quand tu n'en as pas envie. Tu n'es pas fort émotionnellement parce que tu te le répètes. Tu es fort quand tu choisis de ne pas réagir à ton impulsion. Tu n'es pas quelqu'un qui valorise sa vie parce que tu le déclares. Tu l'es quand tu cesses de répéter des habitudes qui te détruisent. Définir qui tu veux être, c'est tracer une ligne, mais le vivre, c'est la franchir tous les jours. Choisis 3 qualités que tu veux qui définissent la version que tu construiras en 2025. Pas 20, 3. Peut-être veux-tu être discipliné, calme et responsable, ou fort, présent et déterminé, ou sage, constant et émotionnellement stable. Ces qualités seront ta boussole. Lorsque tu devras prendre des décisions, tu ne penseras pas « que veux-je faire ?» mais « que ferait la personne que j'ai choisi d'être ?»
Ce changement de mentalité te donnera une profondeur que tu n'as pas eue depuis des années. Définir qui tu es implique aussi de lâcher les vieilles identités. Tu dois laisser derrière toi la version de toi qui se blessait toute seule, celle qui procrastinait, celle qui abandonnait vite, celle qui vivait pour l'approbation externe, celle qui se noyait dans le doute. Ces identités deviennent des cages si tu ne les lâches pas. Tu n'es pas un personnage écrit par ton passé, tu es l'auteur de ce qui vient. Quand tu sais qui tu veux être, ta vie cesse de se sentir chaotique. La clarté remplace la confusion. La discipline remplace l'improvisation. L'intention remplace la culpabilité. 6. Lâche ce qui ne sert pas. Un arbre qui essaie de survivre en portant des feuilles mortes finit par s'affaiblir. Non pas parce que ces feuilles sont mauvaises, mais parce qu'elles ont déjà accompli leur cycle et ne font maintenant que consommer de l'énergie qui devrait aller à la nouveauté. Tu es pareil, tu continues à porter des souvenirs qui ne t'aident plus, des erreurs qui ne signifient plus rien, des personnes qui ne correspondent plus à toi, des culpabilités qui ne t'appartiennent pas et des versions passées de toi qui ne font que te freiner. Et puis tu te demandes pourquoi tu es épuisé, confus ou sans force pour avancer. Ce n'est pas un manque de capacité, c'est un excès de charge. Lâcher ne semble pas compliqué jusqu'à ce que tu doives le faire. Lâcher implique d'accepter que quelque chose a été important, mais ne l'est plus. Cela implique d'admettre qu'une relation n'ajoute plus rien, même si cela fait mal de le reconnaître. Cela implique de voir que certaines habitudes n'ont plus leur place dans la vie que tu es en train de construire. Cela implique de laisser aller le besoin d'avoir toujours raison, de porter des culpabilités étrangères, de soutenir des histoires brisées simplement par peur de fermer des chapitres. Et voici la vérité inconfortable. Beaucoup de ce qui te pèse est quelque chose que tu choisis de continuer à porter. Ce point exige un niveau d'honnêteté émotionnelle que tu as probablement évité pendant des années. Parce que lâcher n'est pas un processus mental, c'est émotionnel. Cela signifie renoncer à ce qui est familier, même quand ce qui est familier te fait du mal. Cela signifie accepter que ton passé ne sera plus jamais différent. Cela signifie arrêter de répéter des conversations internes qui ne mènent à rien. Cela signifie mettre des limites là où avant tu ne mettais que des excuses. Et accepter cela demande du courage, Le stoïcisme enseigne que la racine de la souffrance n'est pas dans ce qui se passe, mais dans l'attachement à ce qui a cessé d'avoir de la valeur. Quand tu insistes pour garder ce que tu devrais laisser aller, tu deviens prisonnier de tes propres souvenirs. Tu restes coincé dans des personnes qui ne font plus partie de ton chemin, dans des erreurs que tu ne peux plus changer, dans des décisions qui n'ont plus de sens. Ton avenir est en pause, parce que ton cœur reste attaché à un passé qui est déjà terminé. Lâcher ce qui ne sert pas ne signifie pas oublier, cela signifie se libérer. C'est fermer un cycle pour pouvoir en ouvrir un autre. C'est comprendre que toutes les personnes qui ont été dans ta vie ne méritent pas d'être dans ton prochain chapitre. C'est accepter que certaines blessures n'ont plus besoin d'attention, elles ont juste besoin d'un adieu. C'est reconnaître que certaines idées que tu as défendues pendant des années ne te représentent plus. C'est laisser aller l'ancienne identité qui te maintenait petit, insécurisé ou limité. Fais un inventaire émotionnel. Vérifie ce que tu continues à porter qui te vole la paix. Les personnes avec qui tu n'es plus aligné. Les souvenirs que tu répètes comme si tu étais une punition pour toi-même. Les objets que tu gardes par nostalgie, pas par nécessité. La culpabilité qui n'a plus de sens. L'envie qui surgit de te comparer à des vies qui ne sont pas les tiennes. Les rancœurs que tu portes comme si elles étaient des trophées de douleur. Tout cela occupe de l'espace dont tu as besoin pour grandir. Quand tu commences à lâcher, quelque chose en toi s'allège. Tu commences à penser plus clairement, à sentir avec moins de poids, à avancer sans autant de résistance. L'ancien cesse de bloquer le nouveau. La vie commence à s'organiser parce que tu ne retiens plus ce qui la désorganise. Le vide que tu ressens en lâchant n'est pas une perte, c'est de l'espace.
Et cet espace sera nécessaire pour la personne que tu es en train de construire. 2025 peut être ton année si tu as le courage de laisser aller ce qui ne correspond plus à ton présent. Tu ne peux pas avancer en portant des versions de toi qui n'existent plus. Tu ne peux pas construire de discipline avec des habitudes qui te détruisent. Tu ne peux pas retrouver ton calme en t'accrochant à de vieilles histoires. Tu ne peux pas créer ton identité si tu restes enchaîné à ton passé. 7. Commence avec un pas clair. Un bâtiment ne se lève pas d'un coup, il se lève en posant une brique bien placée, puis une autre, puis une autre. Peu importe la taille de la structure, elle commence toujours par un seul mouvement initial. Et c'est exactement ce qui manque à votre vie. Un premier pas ferme, clair et décidé. Pas 20 pas, pas un plan parfait, pas une liste de changements impossibles, juste un que vous pouvez soutenir. Le chaos que vous ressentez ne vient pas de la complexité de votre vie, il vient de votre incapacité à commencer par quelque chose de concret. Pendant des années, vous avez voulu tout changer en même temps, et cela a été votre chute. Vous avez essayé de réparer votre discipline, votre esprit, votre corps, vos relations, votre argent, votre passé, tout en même temps. Cela vous a brisé. Personne ne peut se reconstruire sur autant de fronts simultanés. L'anxiété que vous ressentez n'est pas un manque de capacité, c'est un manque de direction. Votre vie n'a pas besoin de vitesse, elle a besoin d'un début. Un point de départ que vous pouvez maîtriser. C'est le but de cette étape. Le stoïcisme enseigne que l'action correcte naît de la clarté, pas de l'impulsion. Si vous ne définissez pas votre premier pas, vous vous perdrez parmi les idées, les émotions et les distractions. Vous devez choisir un premier mouvement qui ouvre la voie. Un acte qui symbolise le véritable début de votre transformation. Quelque chose de petit mais puissant. Quelque chose qui marque un avant et un après. Quelque chose que vous pouvez soutenir même dans vos mauvais jours. Cette étape sera votre ancre. Le premier pas peut être de ranger complètement votre chambre, ou vous engager à vous réveiller à la même heure tous les jours, ou prendre 10 minutes par jour pour écrire dans un cahier, ou abandonner une mauvaise habitude qui vous sabote, ou marcher 15 minutes chaque matin. Peu importe lequel, s'il remplit une condition fondamentale, il doit être assez simple pour ne pas l'abandonner et assez significatif pour commencer à construire votre nouvelle identité. Le premier pas doit dire au monde et à votre esprit « j'ai commencé ». L'erreur la plus courante est de croire que vous avez besoin de motivation pour commencer. Vous n'en avez pas besoin. La motivation est une émotion qui apparaît et disparaît. Votre vie ne peut pas dépendre de quelque chose d'aussi instable. Ce dont vous avez besoin, c'est de la décision. Une décision concrète, objective et mesurable. Pas « je veux m'améliorer », mais « je vais faire ceci tous les jours ». Pas « je veux être discipliné », mais « je vais accomplir cette action sans excuse ». Le premier pas devient invincible lorsque vous le transformez en un engagement personnel et non en un désir. La clé de ce point est de comprendre que vous n'avez pas besoin de changer toute votre vie pour sentir que vous avancez. Vous devez changer votre direction. Un pas clair crée de l'élan. Bien exécuté, il change votre mentalité. Lorsque vous le soutenez, il vous prouve que vous pouvez. Et lorsque vous le répétez jour après jour, il vous transforme en une personne différente. C'est le véritable pouvoir de commencer petit. L'impact n'est pas dans la taille du pas, il est dans la constance qu'il génère. Votre esprit va résister. Il va vous dire que ce pas est trop simple, que vous devriez en faire plus, que ce n'est pas suffisant pour changer votre vie. C'est votre ego qui veut retourner au chaos qu'il connaît. Mais vous savez déjà où cette mentalité vous a mené, à la frustration, au désordre, à la culpabilité de non. 8. Discipline sur motivation. Ta vie fonctionne comme un feu de camp improvisé. Il s'allume rapidement, éclaire fort pendant quelques minutes, t'excite, te réchauffe, puis s'éteint en laissant de la fumée, des cendres et une sensation inconfortable d'avoir cru que cette fois-ci, ça allait durer. C'est ainsi ta motivation. Intense, bruyante, prometteuse, mais fragile.
Et aussi douloureux que cela puisse être à accepter, parier ton avenir sur la motivation est comme construire une maison sur du sable mouillé. Elle peut bien paraître pendant quelques heures, mais s'effondre dès que la première difficulté survient. La discipline est une autre histoire. Elle n'a pas d'éclat, elle ne t'applaudit pas, elle ne t'excite pas. Elle est silencieuse, froide, stable, répétitive. C'est la décision quotidienne de faire ce que tu dois faire, même quand tu n'en as pas envie. C'est ce qui soutient ta vie lorsque la motivation disparaît. Et elle disparaîtra, elle disparaît toujours. C'est pourquoi ce point est crucial. Si tu ne places pas la discipline au-dessus de tes émotions du moment, tu continueras à vivre piégé dans le même cycle de commencer fort et d'abandonner à mi-chemin. Ta vie est en désordre parce que tu es gouverné par l'impulsion. Tu te réveilles quand tu en as envie, tu travailles quand tu te sens inspiré, tu fais ce qui est juste seulement quand tu en as envie, tu te mets en ordre quand tu es motivé. Mais la motivation est instable, elle dépend du temps, du sommeil, de l'humeur, de ce que quelqu'un t'a dit, de si tu as passé une bonne journée ou une mauvaise journée. Tu ne peux pas construire un 2025 solide sur un état émotionnel aussi changeant. Tu as besoin de quelque chose de plus solide, de plus dur, de plus conscient. La discipline. Le stoïcisme l'a clairement compris depuis des siècles. La vertu réside dans l'action soutenue, pas dans l'émotion passagère. La force réside dans le choix de ce qui est juste même quand la facilité te séduit. La liberté naît lorsque tu n'es pas esclave de tes impulsions. Et ta vie changera le jour où tu comprendras que tu n'as pas besoin de te sentir prêt pour agir. Tu as juste besoin d'agir. Pense au domaine où tu as le plus échoué. Ta santé, tes habitudes, ton organisation, tes objectifs. Tu n'as pas échoué parce qu'il ne comptait pas pour toi. Tu as échoué parce que tu dépendais d'un état émotionnel pour les atteindre. Tu voulais t'entraîner, mais pas quand tu étais fatigué. Tu voulais te lever tôt, mais pas quand il faisait froid. Tu voulais mettre de l'ordre, mais pas quand tu étais découragé. C'est là le vrai problème. Tu veux une vie stable avec des actions instables. La discipline se construit de manière simple, mais inconfortable, en répétant de petites actions tous les jours. Peu importe si tu les as aimées ou non. Peu importe si tu étais motivé ou non. Chaque fois que tu accomplis quelque chose, que tu as dit que tu ferais, même si c'est minime, ton esprit se renforce. Chaque fois que tu restes ferme, même si tes émotions demandent du confort, ton caractère devient plus solide. La discipline ne vient pas de grands efforts, elle vient de petites victoires répétées des centaines de fois. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo.